Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous, l'émission qui vous permet de connaître mieux la fonction publique. La gestion administrative de la carrière du fonctionnaire, on en parle aujourd'hui encore, carrière jalonnée par des décisions administratives, quelles sont-elles et quel est le processus pour aboutir à cette décision? Nous en saurons plus avec notre invité du jour, le directeur de la gestion administrative des personnels civils de l'État. Nous sommes de retour sur notre plateau et nous sommes en compagnie de notre invité du jour. Bonjour Monsieur Samagassi Abdoulaye. Bonjour Madame. Très heureux de vous recevoir une fois de plus sur ce plateau. Moi de même. La semaine dernière, nous parlions de l'acte de nomination du fonctionnaire, qui est un peu l'acte de naissance de l'agent dans la fonction publique. Pouvez-vous nous faire un bref rappel? Merci beaucoup pour cette occasion renouvelée. Je vous prends au mot. Si l'acte de nomination est l'acte de naissance, la DGAPCE, notre direction, que j'ai tagué d'être l'état civil de la fonction publique. L'acte de nomination, je dis l'acte de nomination parce qu'en fait, il y a deux variantes. Il peut être un arrêté de nomination pour des fonctionnaires qui sont de la catégorie grade D1 jusqu'au grade A3. Et pour ceux qui sont à partir du grade A4, nous avons les décisions d'attente. Parce que normalement, ces fonctionnaires, ces hauts fonctionnaires devaient être nommés par décret. En attendant le décret, le ministre de la fonction publique prend une décision d'attente. Je lui ai indiqué que l'acte de nomination fait suite à la prise de service du fonctionnaire dans son emploi. Donc après avoir été affecté, après avoir été mis à disposition d'une structure, quand il prend service, nous élaborons un acte qui suit un cheminement du ministère de la fonction publique au contrôle financier. Madame le ministre signe l'acte de nomination et à partir de ce moment, si cet acte est transféré à travers le flux à la solde, il va prendre les mesures pour que le paiement soit fait à la solde. Dès que ce premier paiement est fait, ce premier mandatement, qu'on appelait à l'époque rappel, enfin qu'on continue d'appeler rappel, le fonctionnaire aura maintenant de façon régulière son salaire dans sa banque sans qu'on ait à faire ce même processus. C'est un acte important, comme vous l'avez si bien dit. C'est le premier acte en tant que tel, le premier acte administratif du nouveau fonctionnaire. D'accord. Merci Monsieur Samagassi. Nous reviendrons à vous, juste le temps de regarder cet élément. Selon moi, je vais d'abord auprès de mon supérieur. Je lui pose le problème. Et s'il y a des démarches à faire, je fais les démarches. Au fil du temps, s'il n'y a pas de réponse convenable, je vais à la CNPS. Je me dis que c'est là-bas que je pourrais avoir une réponse satisfaisante, selon moi. D'abord même là, je pense que c'est injuste que pour quelqu'un qui soit malade, on suspende son salaire. Ça, je pense d'abord que c'est injuste que ça soit fait ainsi. Mais pour moi, si on se retrouve dans un cas pareil, serait de faire d'abord de réunir tous les papiers qui prouvent qu'on a été malade durant cette période-là et puis les porter à l'administration qui, je pense, va suivre la procédure normale pour réintégrer cet argent-là avec son salaire. À ma connaissance, le détachement se fait à deux niveaux. C'est-à-dire là où l'agent doit se rendre. C'est-à-dire que si c'est là-bas qui est demandeur, ça c'est notifié par, je voulais dire, par une note. C'est-à-dire c'est écrit et c'est déposé à là où il est. Maintenant, si c'est l'agent lui-même qui veut procéder de lui-même pour arriver dans une autre structure, en ce moment-là, je pense qu'il rentre en contact avec la structure dans laquelle il compte aller et c'est en ce moment-là que le détachement se fait. Bon, il peut arriver que l'État ait une structure, on est détaché parce que l'État le veut. On est détaché parce que la fonction publique le veut, on est détaché quand on le veut soi-même. Il peut arriver que l'État ait une structure étatique, telle qu'une société privée, telle que la Sonapio, le BNet. Et en tant que fonctionnaire, cette structure-là a besoin de vous. Donc vous écrivez un courrier à la Direction générale de la fonction publique pour solliciter un détachement auprès de la nouvelle structure. Et tout sera fait de sorte à vous détacher auprès de cette nouvelle structure.
Monsieur le directeur, il y a un intervenant dans le micro-trottoir qui a souligné qu'après 3 mois de congé maladie, son paiement a été suspendu. Quelle est la bonne procédure pour régulariser cette situation, selon vous? Je voudrais juste faire une petite précision pour dire que tous les aspects sociaux du fonctionnaire sont gérés non pas par la CNPS, mais par la CGRAE, la Caisse générale de retraite des agents fonctionnaires d'État. Donc c'est cette précision que je voulais faire parce que l'intervenante a évoqué la CNPS. Le congé de maladie, c'est un droit qui est accordé aux fonctionnaires. Un fonctionnaire qui se trouve malade peut demander donc un congé de maladie. Mais ce congé de maladie doit respecter une procédure qui, ma foi, est aussi longue comme toutes les procédures administratives. La première étape, c'est d'informer sa hiérarchie. Donc son DRH ou son supérieur hiérarchique simplement. Ensuite, voir donc, sur la base donc, du certificat médical qui a été délivré par son médecin traitant, un médecin reconnu par l'administration, il va se rendre devant un organisme qu'on appelle le Conseil de santé. D'accord. Le Conseil de santé va lui délivrer un bulletin et proposer donc une période de congé de maladie entre 3 et 6 mois. Et ce bulletin, donc le certificat médical, ce bulletin de santé, le fonctionnaire muni de ces actes-là, soit par son DRH, soit lui-même fait une demande de congé de maladie au ministre de la fonction publique, donc qui délivre à la fin de la procédure un arrêté portant congé de maladie avec la période de 3 mois ou de 6 mois. La solde donc reçoit ce document, puis c'est un arrêté qui indiquait que tel fonctionnaire a 3 mois de congé de maladie. Au bout de 3 mois, n'ayant pas d'information, parce que la possibilité au bout de 3 mois, c'est soit la reprise d'activité, Bien sûr. soit le renouvellement du congé, si éventuellement le fonctionnaire est toujours malade. Bien. N'ayant pas d'information, la solde suspend automatiquement le salaire jusqu'à ce que donc, un nouvel acte apparaisse. Donc il appartient aux fonctionnaires de mener toute action possible pour obtenir ce nouvel arrêté, soit de reprise, de rappel en activité, soit de renouvellement de son congé de maladie avant l'échéance de 3 mois. Auquel cas, il sera suspendu parce qu'on n'a pas d'information sur sa situation. Donc c'est d'inviter les fonctionnaires qui sont bénéficiaires de congés de maladie de mener toute action nécessaire pour l'obtention soit du renouvellement de leur congé de maladie, soit de la reprise de l'activité, du rappel en activité avant l'échéance de 3 mois. Nous allons parler maintenant des actes administratifs, en l'occurrence la promotion, le détachement et la radiation du fonctionnaire. Mais déjà, que renferme la notion de promotion, à proprement parler? Le thème dans l'entendement commun de la promotion, c'est d'avoir une position supérieure à l'ancienne. Et donc, pour beaucoup, passer par exemple du chef de service à sous-directeur ou directeur, c'est une promotion. C'est là juste. Mais au thème du statut général de la fonction publique, on parle de promotion lorsque vous passez d'un grade à un grade supérieur, le grade immédiatement supérieur. Dans la fonction publique, nous avons 4 catégories et environ 13 grades. D'accord. Donc si vous passez de A3, un fonctionnaire qui passe de A3 à A4, c'est une promotion. Quoique, il puisse rester dans la même fonction. La promotion se fait par voie de concours, sauf exception. Donc à titre exceptionnel, vous pouvez faire une promotion par décret. Mais sinon, c'est par voie de concours. Donc passez des concours professionnels pour changer de grade. Autre chose à indiquer, les formations que vous pouvez faire, soit diplômante, mais les formations qui vous délivrent des diplômes, ne vous donnent pas droit immédiatement à une promotion. Donc il faut passer le concours ou bien nommer par décret. Voilà ce qu'on appelle promotion. Donc le passage de votre grade au grade immédiatement supérieur. Et comment se fait la prise en charge du fonctionnaire qui a bénéficié d'une promotion? D'accord, comme je l'ai indiqué dans l'exemple tout à l'heure, si le professeur lycée donc, a admis au concours d'inspecteur principal, nous allons suivre donc le même cheminement de l'élaboration de son acte de promotion. Ici, comme je l'ai indiqué également, il y a la facilité qui est faite, c'est que la personne est déjà fonctionnelle, elle est déjà en position, elle est connue de nos services, elle est connue du CICFAE. Donc il n'y a que quelques éléments qui sont apportés pour valider sa prise de service. Et donc cette promotion, quand elle est faite, il y a une bonification, bien entendu, de son salaire, puisque la personne va changer de grade et incidemment, elle va changer d'indice. Voilà ce qu'on peut dire sur la prise en charge des actes de promotion des fonctionnaires. Monsieur Samagassi, y a-t-il des difficultés que vous rencontrez à ce niveau? Oui, il y a des difficultés dans la prise en charge de la promotion des fonctionnaires. La première difficulté, c'est la compréhension que nous avons, mais que certains ont, beaucoup en tout cas, du thème de promotion. Je l'ai expliqué un peu tout à l'heure. Si nous restons dans le cadre des exemples que nous avons pris, le cadre donc de l'enseignant,
vous passez d'enseignant, de professeur de collège à professeur de lycée, puis d'inspecteur principal, ce sont des grades de l'administration, ce sont des grades de votre emploi. Malheureusement, pour beaucoup, être inspecteur, donc c'est laisser la craie, c'est mener des activités administratives, donc on n'enseigne plus. Donc le fonctionnaire lui-même n'a pas conscience qu'il peut avoir une promotion et garder toujours le même poste de travail. Donc il n'a pas cette connaissance, donc il attend, pour faire valoir sa promotion, il attend cette nomination ou bien cette promotion dans un autre poste. Malheureusement, donc ça gêne le processus. Il y a également la situation des personnes qui, au moment du traitement, pendant que le dossier est en cours de traitement, change de structure. Donc vous avez un agent qui est dans tel ministère, pendant que le processus est engagé avec le ministère et son service, il change de structure et cela, nous sommes obligés donc de reprendre l'acte et ça gêne également. Il y a aussi, et ça c'est spécifique, le cas des femmes. Elles rentrent à la fonction publique célibataire et au cours donc, de la vie normale, elles se marient et présentent des concours en déposant soit en général le certificat de l'acte de mariage. Bien sûr. Au moment de faire l'acte de promotion, donc parfois l'acte de mariage est introuvable et elles ne font pas ce qu'on appelle l'arrêté de changement de nom. Donc, et ça nous cause également quelques difficultés dans le traitement des actes de promotion. Et ça, c'est spécifique aux femmes. Voilà un peu quelques difficultés que nous rencontrons dans la gestion au quotidien de la promotion des fonctionnaires. Mais quelles sont les solutions apportées à tout cela? Bon, d'abord, en général, la première solution, c'est la sensibilisation. La sensibilisation, d'abord des DRH. Les inviter à faire la validation. Et à ce titre, maintenant, le ministre, au cours de ses réunions semestrielles, elle organise avec les DRH, le secrétaire général également, au cours des réunions trimestrielles, il organise avec les DRH, donne l'occasion donc à nos dirigeants de faire le point des fonctionnaires dont les prix de service n'ont pas été validés. En général, et comme je l'ai dit, c'est les fonctionnaires qui sont en service, donc c'est les fonctionnaires bénéficiaires de promotion. Donc chaque DRH a un tableau sur lequel il lui est indiqué le nombre de fonctionnaires qui ont été admis à des concours mais dont la prix de service n'est pas validée. Donc première action, c'est la sensibilisation des DRH. Deuxième action, c'est la sensibilisation des fonctionnaires eux-mêmes. Pour qu'ils entendent bien ce que ça veut dire promotion. Promotion dans un grade, ce n'est pas promotion dans une fonction. Donc si vous ne changez pas de fonction, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas changé de grade. Et ensuite, donc, informer toutes les parties prenantes pour la gestion efficace donc, de la prise en charge des promotions. Voilà les actions que nous menons, puisque je l'ai indiqué, la procédure de promotion, on va dire, est plus simple que la procédure de nomination. Nous avons aujourd'hui une base de données importante des documents des fonctionnaires qui sont numérisés, ce qui fait qu'à tout moment, nous-mêmes, nous pouvons extraire dans le dossier qu'on a soit physiquement, soit numérisé, les pièces pour compléter le dossier d'un fonctionnaire. On entend souvent « j'ai été détaché auprès de tel ministère ». Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit entendre par détachement? Merci, je voulais juste faire une petite précision. Un fonctionnaire ne peut pas être détaché auprès d'un ministère. Un fonctionnaire mis à la disposition, affecté dans un ministère, puisque c'est dans le cadre normal des emplois. Pour revenir précisément donc, sur votre question, le détachement est une position du fonctionnaire vis-à-vis de l'administration. Il y a 4 positions du fonctionnaire. Le fonctionnaire peut être en activité. C'est celui qui va au travail normalement, c'est celui qui est en formation, ou bien celui même qui bénéficie d'un congé. Ils sont tous en activité. Le fonctionnaire peut, pour des raisons personnelles, demander une mise en disponibilité pour 1 an, pour convenance personnelle. Et cette disponibilité peut être renouvelée au moins une fois. Ensuite, le fonctionnaire peut être appelé sous les drapeaux, donc pour aller combattre, pour défendre la nation. Enfin, le fonctionnaire peut être en détachement. Donc là, pour être précis sur la question, donc le détachement, il va interrompre son activité normale, son activité régulière vis-à-vis de l'administration, mais pour aller exercer une autre activité. D'accord. Première hypothèse, ça peut être un détachement d'office, parce que le fonctionnaire a été élu pour exercer un mandat politique. Il peut être également élu pour exercer un mandat syndical. Il peut être également appelé au gouvernement. Dans toutes ces hypothèses, le fonctionnaire va bénéficier d'un détachement. Ce détachement est d'office. Le fonctionnaire lui-même peut solliciter un détachement. Il peut solliciter un détachement auprès de certaines administrations publiques, ce qui peut être donc des EPN ou des sociétés d'État. Et donc, un EPN peut avoir besoin d'un fonctionnaire. Et sur cette base-là, le fonctionnaire a son contrat de travail avec cette structure. Il va constituer son dossier et venir solliciter donc le détachement auprès de cette structure. Donc, ça peut être, donc, comme je l'ai indiqué, une société d'État, un EPN, même une société. Et dans ces premiers cas-là,
le détachement est pour 5 ans renouvelable. Il peut également demander à intégrer une société privée. Dans cette circonstance-là, le détachement est de 3 ans non renouvelable. Enfin, il peut intégrer un organisme international. En général, le système de l'ONU sollicite un certain nombre de fonctionnaires donc qui intègrent ces structures. Mais dans cette condition, le détachement doit faire l'objet d'une communication, d'une autorisation préalable du Conseil des ministres. Donc souvent dans les comités de Conseil des ministres, vous entendrez que tel fonctionnaire a été détaché, a été autorisé à intégrer telle structure au niveau international. Bien entendu, M. Samagassi, y a-t-il un acte qui met fin à la carrière du fonctionnaire? Évidemment, après avoir évoqué les questions de nomination qui donc permettent d'intégrer la fonction publique, de la promotion également qui vous permet d'évoluer, il est normal que donc vers la fin de la carrière, nous parlons de radiation, de constater la fin de la carrière du fonctionnaire. Mais le fonctionnaire, il peut être mis fin à la carrière d'un fonctionnaire pour plusieurs motifs. Il peut agir d'un licenciement. Le fonctionnaire n'a pas fait la preuve de sa capacité à exercer l'emploi pour lequel il a été recruté. Le fonctionnaire peut être révoqué à la suite donc, de son passage devant le conseil de discipline pour faute donc, de sanctions de second degré, il peut être révoqué. Le fonctionnaire également peut partir de lui-même par démission. Voilà, donc demander à se retirer définitivement de la fonction publique. Le fonctionnaire peut être surtout atteint par l'âge limite de sa carrière. Depuis le décret 2012, donc deux limites d'âge sont indiquées selon le grade. Donc des grades D1 au grade A3, les fonctionnaires vont à la retraite à 60 ans. À partir du grade A4 jusqu'à A7, les fonctionnaires vont à la retraite à 65 ans. Et ce départ à la retraite est consacré par un arrêté, l'arrêté portant l'arrêté de radiation du fonctionnaire, donc il va constater l'atteinte de sa limite d'âge. Il a indiqué dans notre première émission que dès que vous créez votre espace fonctionnaire, il vous a indiqué votre date de départ à la retraite. Donc il appartient aux fonctionnaires donc, de connaître effectivement par rapport à leur grade, leur date de départ à la retraite. Merci, monsieur le directeur. À présent, notre note d'humour. Jupon, oui. Tu m'as appelé tout à l'heure. Ouais, mais j'ai un joie. Oui. Tu as vu mon look? Oui. Tu es un bon camarade. Merci. Tu m'as donné des conseils que j'ai suivis. Merci. Tu m'as dit, Gaston Jupon, avant d'aller à la retraite, il faut constituer ton dossier. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. Oui. Je reçois mon dernier salaire en tant que fonctionnaire. Oui. Le mois qui a suivi, voilà pension. Et désormais, c'est comme ça. Avec la nouvelle fonction publique, c'est-à-dire 1 an avant ta retraite, on te donne l'occasion de faire tous tes papiers. Comme ça, dès que tu touches ton dernier salaire en tant que fonctionnaire, le mois qui suit, tu touches ton premier salaire déjà en tant que retraité. Parce qu'il y a d'autres qui font 1 an, 2 ans, en train de faire des papiers. Il y en a même qui n'arrivent même pas à toucher leur pension. Justement, Voilà. ça, il est mort dans ça. Gaspard, il est mort dans ça. Oui. D'abord, il a paralysé. On va faire les va-et-vient. Actuellement, il est à l'hôpital. Désormais, c'est terminé. 1 an avant ta retraite, tu fais tes papiers. Dès que tu pars, le mois qui suit, tu touches ta première pension en tant que retraité. Ça, c'est la nouvelle politique de la nouvelle fonction publique. À cause de ça, on va péter les champagnes. Voilà. Nouvelle fonction publique. C'est comme ça. Merci, monsieur le directeur, pour cet échange fructueux. Quels conseils d'usage pouvez-vous donner aux fonctionnaires? Ainsi, nous avons longuement parlé de la fin de la carrière, donc je voulais insister véritablement sur cette question. L'arrêté portant admission à la retraite et radiation des effectifs est, comme tous les autres, un arrêté qui est un processus long puisqu'il a des incidences financières. C'est d'inviter donc les fonctionnaires, sur la base des informations qui leur sont données dans le cycle sur les dates de départ à la retraite, de prendre la tâche avec les services compétents, leur DRH ou bien directement à la fonction publique pour engager les dossiers de retraite 1 an avant la date anniversaire. C'est à ce prix-là qu'on pourra vraiment faire en sorte que, selon les instructions du gouvernement, le fonctionnaire puisse passer du dernier salaire à la première pension. Certaines administrations se sont déjà engagées dans ce processus-là. Donc chaque année, 1 an avant la date anniversaire, nous-mêmes, en tant que DGAPCE, la CGRAU, nous sommes invités à des séances avec les agents de ces ministères-là
Et au cours de ces séances, on procède à l'analyse de leurs dossiers. Et donc, si ces dossiers ne sont pas au complet, s'il y a des insuffisances, les fonctionnaires sont invités à les compléter. Et donc, le processus est engagé 1 an avant. Les documents sont déjà prêts, la date de départ est connue, tout est transmis déjà à la CGRAE. Et donc, dès que votre salaire prend fin à un mois X, le mois suivant, vous avez votre pension. Aujourd'hui, certains fonctionnaires, certains retraités ont commencé cette façon de vivre là. Donc, il n'y a pas eu de discontinuité entre le salaire et la pension. Donc, c'est à cela que nous devons inviter les fonctionnaires à engager le processus de départ à la retraite au moins 1 an en avance. Merci, M. Samagassi, d'avoir répondu aux questions de notre fonction publique. Chers téléspectateurs, notre émission prend fin. Si vous désirez plus ample information, rendez-vous sur le site de la fonction publique qui s'affiche au bas de votre écran. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.